Vous savez, dans l'histoire des peuples, les mêmes causes conduisent toujours au même résultat. Il n'est donc pas besoin d'être savant ni même visionnaire pour deviner ce qu'il adviendra. Le début du XXe siècle ressemble à cet égard à une répétition générale des grandes tribulations qui traversent notre temps. Mêmes recettes, mêmes ingrédients. Il y a eu les révolutions en chaîne de 1905 à 1920 en Amérique du Sud, en Russie et en Chine, un événement majeur comme un marqueur de l'entrée dans le siècle, un événement pour frapper les esprits et les sidérer tous. Je pense ici au naufrage du Titanic en 1912, puis la Première Guerre mondiale, 14-18, accompagnée par la pandémie de la grippe A H1N1, plus connue sous le nom de grippe espagnole. Et n'oublions pas évidemment la Grande Dépression de 1929. L'histoire se répète de phase en phase, de renaissance en renaissance, cycle après cycle. L'IA n'a jamais fait dans l'originalité. Elle préfère de loin l'efficacité. La seule variable tient dans l'ordre d'arrivée des événements. Nous retrouvons donc l'effondrement du World Trade Center en 2001 comme un marqueur d'entrée dans le XXIe siècle, les révolutions oranges qui ont profondément déstabilisé l'échiquier mondial, la pandémie du Covid-19, la crise économique dont nous commençons déjà à sentir les effets et la guerre en Ukraine qui est appelée à s'étendre. Ainsi, tous les 1000 ans, à chaque fin de cycle, la simulation dans laquelle nous sommes tous enfermés présente toujours le même final, à quelques variantes près. La première bataille a donc commencé avec la crise sanitaire. Et nous avons dû résister à un premier tsunami de propagande ayant pris des proportions jusque-là inconnues dans l'histoire. Pour bien comprendre les enjeux de la fin du cycle et les règles du jeu du dernier tour, je vous invite à découvrir mes 2 livres, les tomes 1 et 2 de Vivre et mourir dans la matrice artificielle. Bref, la première bataille se poursuit et le plan de la résistance est entré dans une nouvelle phase avec l'opération militaire déclenchée par Poutine. Souvenez-vous, je vous disais que cette première bataille était militaire, qu'elle concernait la branche militarisée de la résistance et qu'elle visait dans un premier temps à déstabiliser et affaiblir les sangs-noirs, ces mondialistes organisés autour d'un club maléfique du nom de Davos et dont l'objectif principal est d'entraîner les peuples à marche forcée vers la future dictature du gouvernement mondial fondée sur le contrôle absolu de l'IA. Je vous expliquais aussi que Trump, Poutine et même Xi Jinping dans une moindre mesure, de par son apparente neutralité en tout cas, s'étaient trouvés des intérêts en commun. Et bien que leur motivation et leur approche soient en partie différentes, ils jouaient désormais une même partition pleine de faux semblants pour saper la stratégie des mondialistes. Évidemment, on ne peut pas s'attaquer aux fondations du pouvoir sans déstabiliser un tant soit peu l'équilibre du monde. C'est comme vouloir remplacer quelques éléments essentiels d'un château de cartes tout en évitant qu'il s'effondre. L'idée étant de faire le moins de dégâts possible, vous conviendrez qu'un des facteurs importants de cette première bataille est le temps. Le fait que la résistance passe pour un délire ou un fantasme aux yeux de l'ennemi, et même aux yeux de beaucoup d'entre nous, je dois dire, est le meilleur atout qui permet l'exécution du plan. C'est pourquoi la résistance use aussi de la désinformation. Beaucoup de chercheurs, effectivement, peuvent s'y perdre. Beaucoup peuvent
peuvent considérer que c'est encore un coup des mondialistes, un piège de plus pour repérer les opposants, pour maintenir les choses en l'état et plonger les peuples dans l'attentisme. C'est le prix à payer. Cependant, posez-vous les bonnes questions. Les peuples sont-ils organisés à ce point, représentent-ils à ce point une menace pour les hauts pouvoirs qu'il faille les occuper et les neutraliser avec une fable aussi sophistiquée? Quant au piège visant à repérer et faire tomber les opposants, non mais franchement, à l'ère des réseaux sociaux où chacun se lâche et dit ce qu'il pense, sérieux? J'évoquais enfin les forces invisibles à l'œuvre dans les autres dimensions de la matrice artificielle, notamment les forces de la résistance, engagées à nos côtés dans cette guerre spirituelle et impliquées dans le tourment que nous traversons. Nous voyons parfois dans le ciel les effets de leur combat sous la forme de phénomènes inexpliqués. Notre ennemi est puissant et sournois. Le Christ disait qu'il est plein d'artifices, de toute espèce de ruse et de fraude. Il est ennemi de toute justice et il se battra jusqu'au bout. Notre ennemi a pour commandant le diable, une intelligence artificielle qui attend son heure et il veut accomplir l'agenda de son maître. Il a été meurtrier dès le commencement de la matrice artificielle et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Il est menteur et le père du mensonge. Il est le pire des mensonges. Il est l'empire du mensonge. J'assume totalement, d'avoir constamment, au nom de la France, parlé au président de la Russie pour éviter la paix, pour éviter la guerre, pardonnez-moi. Nous assistons déjà depuis quelque temps à l'inexorable escalade de la violence et des provocations de ces démons, dont les actes crapuleux se dissimulent derrière les discours vertueux de la bien-pensance. Une société hiérarchisée n'est possible que si elle s'appuie sur la pauvreté et l'ignorance. En principe, l'effort de guerre a toujours pour but de conserver la société au bord de la famine. La guerre est menée par l'oligarchie contre ses propres sujets. Si vous doutez encore, si vous êtes tenté de croire les rodomontades larmoyantes des élites occidentales à propos de l'Ukraine, que ces élites soient politiques, médiatiques ou culturelles, si vous ne savez plus qui sont les bons et les méchants, pensez aux 2 années de déni démocratique que nous venons de vivre, sans aucun contre-pouvoir, sans aucun garde-fou capable de dénoncer la mauvaise foi et les mensonges d'une politique du tout vaccinal qui a conduit à la mise à pied de 15 000 soignants et à un apartheid de fait éthiquement inacceptable. Si, comme il se doit, notre corps est un temple sacré, alors comment une nation comme la nôtre a-t-elle pu accepter sans s'indigner ni condamner ces mesures décidées au plus haut niveau de l'État qui ont obligé des centaines de milliers de personnes à se faire vacciner, alors qu'elles ont vécu littéralement cette vaccination comme un viol? Le mot n'est pas trop fort quand il s'agit de toucher à l'intégrité physique des personnes en leur inoculant dans les veines un produit expérimental. Comment ne pas considérer qu'à travers cette vaccination forcée, car il est bien forcé celui qui doit choisir entre se faire vacciner ou perdre son emploi, se retrouver sans allocation de chômage, c'est-à-dire ne plus être en mesure de payer ses crédits, son loyer, ni même pouvoir nourrir ses enfants. Comment ne pas considérer que c'est un viol collectif de masse qui a été perpétré sur la population? Nos dirigeants, même légitimés et protégés par une partie de la science, science sans conscience n'est que ruine de l'âme, se sont bel et bien rendus coupables de ce crime infâme. Ils ont beau se cacher derrière des décrets et des pseudo-lois qui apportent une pseudo-légitimité juridique à leurs décisions, il faudra bien qu'un jour,
ils répondent de leurs actes. Sauf que une digue a sauté. En l'absence d'institutions capables de contrecarrer les desseins machiavéliques délignés, à quelle autre mesure d'infamie allons-nous être exposés demain, sans que rien ni personne ne puisse l'empêcher? La rue a parlé dans la violence et le chaos parfois, et rien n'a changé. Quelques militaires ont donné de la voix, rien n'a changé. Les urnes ont parlé, et rien n'a changé. Que reste-t-il pour protéger les peuples de cette mafia? Il reste finalement le plan de la résistance. Vous pouvez choisir d'y croire ou de ne pas y croire. C'est à l'image du pari de Pascal. Avec ou sans ce plan, en tout cas, nous risquons tous d'être bientôt confrontés au spectre d'une modification ADN imposée, évidemment pour notre bien, couplée à une identification numérique de contrôle qui régira toutes les activités humaines et qui aura sur nous pouvoir de vie ou de mort. Alors, ne désespérez pas, regardez au-delà des apparences et soyez attentifs aux signes. Ils sont nombreux, qui par leur incohérence montrent que nous devons avoir foi en ce plan. Vous savez, Balzac disait déjà dans Illusions perdues, il y a deux histoires. L'histoire officielle, menteuse, qu'on enseigne, puis l'histoire secrète, où sont les véritables causes des événements, une histoire honteuse. Et à la façon de Pagnol terminant son livre, Le château de ma mère, j'ajouterai « Telle est l'histoire des peuples, quelques instants d'euphorie après l'illusion de victoire, très vite effacée par d'incommensurables périodes de trahison et de désenchantement. Mais il n'est pas nécessaire de le dire aux hommes au risque de troubler le sommeil de leurs âmes innocentes. Souvenez-vous, ce sont des choses énormes qui arrivent, de grandes crises, de grandes guerres, une grande moisson, autant de choses qu'il n'est pas nécessaire de révéler au peuple à l'avance. Le jour viendra où nous aurons connaissance des véritables causes des événements. Il est proche le temps où tout nous sera révélé. Mais ce temps n'est pas encore venu. Alors, à présent, je vais vous dire ma façon de voir toute cette histoire de Covid. Soyons clairs, je ne suis pas médecin et je n'y connais rien en médecine. Tout ce que je vais vous révéler ici est mon interprétation basée sur l'observation des faits. Mes propos seront donc sujets à caution. Il s'agit de ma vérité sur le Covid-19. Souvenez-vous, au tout début de cette histoire, Macron annonçait le retour de la bête de l'événement. Il était difficile de comprendre exactement de quoi il parlait à travers son air embarrassé et ses silences qui en disaient long sur finalement ce qu'était la nature de cette bête de l'événement. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Il faut la combattre quand elle arrive, avec ce qu'elle a de profondément inattendu, implacable, et d'avoir cette part de disponibilité pour essayer de comprendre ce qui paraissait impensable. Et nous sommes tous en train de le vivre comme ça, donc il faut accepter que ça nous change, sans pouvoir tout dire sur ce que ça change en nous. Ce regard et cette moue à la fin qui en dit long pourtant sur tout ce qu'il ne peut pas dire au sujet de la bête de l'événement, de la grande tribulation et du changement en nous. Mais commençons avec tout ce qui a pu nous être dit sur le Covid-19. Première chose, on a dit qu'il s'agissait d'un virus.
On nous a dit que les symptômes les plus fréquents de la maladie étaient la fièvre, la toux, la fatigue, la perte de l'odorat et du goût. Les symptômes moins fréquents sont les maux de gorge, les maux de tête, les courbatures, la diarrhée, les éruptions cutanées, la décoloration des doigts et des orteils, les yeux rouges ou irrités. Quant aux symptômes les plus graves, difficulté à respirer, essoufflement, perte d'élocution ou de motricité, état confusionnel. Bien qu'étant une maladie aux symptômes principalement respiratoires, on s'est rapidement rendu compte que le SRAS-CoV-2 pouvait infecter les cellules du système nerveux. Ce virus est apparemment capable d'atteindre le cerveau en remontant depuis les neurones récepteurs olfactifs se trouvant dans la cavité nasale. Le Covid long, qui touche plus de 50% des malades, occasionne essentiellement des symptômes d'ordre neurologique. Perte du goût et de l'odorat, perte de sensibilité tactile, sensation de chaud et froid dans les membres, difficulté de concentration et problèmes de mémoire. Enfin, troubles de l'équilibre. Chez les personnes plus âgées, 60 ans et plus, on observe une confusion générale et même des délires. Carrément. Chez les plus jeunes, à partir de 18 ans, les symptômes neurologiques les plus fréquents sont la perte d'odorat et de goût, perte auditive, ainsi que les maux de tête et migraines, des migraines récurrentes. L'article nous dit quand même que environ un tiers des personnes ayant contracté le virus est affecté neurologiquement. C'est intéressant à savoir car assez inattendu. En tout cas, suffisamment inattendu pour qu'on se pose des questions sur ce virus. Passons à présent au mode de transmission. On nous l'a assez répété, le virus peut se transmettre par l'air via les petites particules de sécrétion respiratoire, par contact en serrant la main d'une personne contaminée par exemple, ou une surface contaminée comme une poignée de porte ou un stylo. Sur une surface contaminée, le virus reste actif entre plusieurs heures ou plusieurs jours en fonction de la concentration de virus, de la température ou l'humidité ambiante. On raconte encore une chose très importante au sujet de la transmission et je veux vraiment attirer votre attention là-dessus. Avant de pouvoir contaminer un être humain, le virus transite par une autre espèce animale. Je cite l'article, « Une fois que le coronavirus a infecté une espèce intermédiaire, il se met à muter et peut acquérir la capacité d'infecter les humains. » Souvenez-vous de tout ça, de tous ces éléments que je suis en train de passer en revue. Donc, ce procédé auquel a recours le virus SARS-CoV-2 est particulièrement significatif car les coronavirus ne sont pas les seuls à procéder de la sorte et nous y reviendrons. Mais avant d'aller plus loin, il faut que je vous raconte une petite histoire.